Merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invitée. Donc, je suis très touchée et très fière d'être ici avec vous. Et donc j'ai intitulé cette présentation « L'illusion de voir », par analogie avec le terme « illusion d'optique », pour vous expliquer en quoi ce sens qu'est la vision est finalement plus mystérieux, plus compliqué que ce qu'on voudrait bien croire. Alors je vais essayer de vous parler donc de pourquoi l'illusion de voir, du fait qu'on apprend à voir, et du fait donc que voir pourrait être assimilé plutôt à un savoir, comme disait juste à l'instant Charles Ambroise. Et puis, si j'ai le temps, je vous expliquerai, donc on peut, de la même façon qu'on peut apprendre à voir, on peut aussi désapprendre à voir, et maintenant réapprendre à voir. Et puis pour finir, je conclurai avec quelques petites remarques. Voilà. Alors, tout d'abord, pourquoi l'illusion de voir? Donc, on a souvent assimilé l'œil à un appareil photo et considéré que notre vision du monde était en fait comme une photographie du monde extérieur. Mais en réalité, cette analogie entre l'œil et l'appareil photo ne vaut vraiment que pour la prise d'information, parce que si on s'arrêtait là, et si on avait uniquement un appareil photo à la place de l'œil, on ne pourrait jamais voir. Parce qu'en réalité, on ne voit pas uniquement grâce à nos yeux, mais surtout, essentiellement, grâce à notre cerveau. Et donc, je vous ai mis cette très belle gravure de Léonard de Vinci, qui déjà, en fait, à l'époque, avait bien compris qu'un œil tout seul, ça ne suffit pas, et que si on n'a pas des structures, alors je ne sais pas si vous voyez bien, là, si le contraste est suffisant, mais il avait donc placé 3 petites vésicules qui étaient reliées donc ici au nerf optique et à l'œil, et ces structures cérébrales étaient donc censées analyser ce que l'œil envoyait au cerveau, les mémoriser, permettre la reconnaissance. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que c'est déjà organisé en couches, comme le décriront bien plus tard Hubel et Wiesel, qui ont eu le prix Nobel pour avoir démontré l'organisation en couches du cortex occipital. Donc, on a l'illusion qu'on ouvre les yeux et que ce qu'on a devant les yeux, c'est vraiment le monde extérieur. Alors, pourquoi est-ce que c'est une illusion? Parce que sur cette diapositive, qui date déjà de 95, pas parce que j'ai pas refait mes diapositives, mais parce que, en fait, à l'heure actuelle, ce serait encore plus compliqué de représenter toutes les connexions entre toutes les aires cérébrales qui sont impliquées dans la vision. D'accord? Donc vous avez d'un côté cette simplicité apparente, votre œil prend des photos, et en fait, derrière, au niveau du cerveau, un réseau extrêmement important d'aires cérébrales qui vont traiter l'information visuelle, et évidemment un réseau très dense de connexions entre ces aires pour que vous puissiez en une fraction de seconde ouvrir les yeux et reconnaître ce que vous avez devant vous, le localiser, éventuellement pouvoir l'attraper si vous en avez envie, le mémoriser, etc. Alors c'est donc une illusion que nous avons d'ouvrir les yeux et de pouvoir voir le monde extérieur, puisque en réalité, donc, quand vous ouvrez les yeux, effectivement, vos yeux prennent une photo par exemple de cet objet, puis immédiatement, à la sortie de votre rétine, il va y avoir des informations qui vont partir au sujet du mouvement, de la couleur, de l'orientation, du contraste, etc. Et toutes ces informations vont être adressées à... J'ai mis un ordinateur, mais il aurait peut-être fallu que j'en mette des dizaines. Donc des ordinateurs, on va dire, ou un gros, très puissant ordinateur, qui va immédiatement analyser l'information visuelle pour que vous ayez cette sensation magique qu'en fait, il ne s'écoule pas de temps entre le moment où vous ouvrez les yeux et le moment où vous pouvez reconnaître ce que vous avez devant les yeux. Et donc du coup, effectivement, pourquoi est-ce que c'est une illusion que l'œil voit et que c'est immédiat et que c'est une photo? C'est parce qu'à la sortie de la rétine, ici, donc je ne vous ai pas mis de schéma des voies visuelles, mais il y en aura plus tard. L'image, effectivement, de l'objet va s'imprimer sur la rétine, mais à la sortie de la rétine, au départ du nerf optique, il n'y a plus d'image. L'image a été transformée en un signal électrique qui contient toutes ces informations sur le mouvement, la couleur, l'orientation, le contraste, etc. Et ces informations électriques qui sont déjà triées
vont arriver au niveau de votre cortex occipital, ici à l'arrière du cerveau. Et c'est votre cerveau qui, à partir de ces informations, qui sont donc véhiculées par du courant électrique, va devoir reconstruire l'information visuelle, la scène, et donc informer toute la région cérébrale de ce que vos yeux ont perçu et vous donner l'illusion qu'effectivement, devant vos yeux, il y a le monde extérieur. D'accord? Donc, bien évidemment, dans notre cerveau, on n'a pas de photos qui arrivent directement et que quelqu'un regarderait dans notre cerveau. Donc, on reconstruit la scène visuelle à partir de ces informations que notre œil a captées. Donc, quelque part, on comprend tout de suite que ce que nous avons devant les yeux n'est pas la réalité extérieure, mais bien une construction par notre cerveau qui se fait à partir des informations qui ont été captées par les yeux. Donc on comprend bien qu'on a tous une perception visuelle différente, légèrement différente, puisqu'on reconstruit tous l'information visuelle à partir de ce qu'on connaît, à partir de ce que nous ont envoyé, à partir de la qualité avec laquelle ils ont envoyé l'image, etc. Donc, ce qui explique pourquoi quelquefois, certains vont voir quelque chose plutôt bleu, d'autres plutôt vert, d'autres plutôt proche, d'autres plutôt loin. Pourquoi les portraits robots peuvent ne pas se ressembler entre les différentes personnes qui les font. Pourquoi, si 10 peintres peignent la même scène, ils vont la peindre différemment, et ainsi de suite. Donc si j'ai commencé par cet intitulé « L'illusion de voir », c'était justement pour faire référence au fait que malgré une simplicité et une rapidité qui nous paraissent, nous, évidemment magiques, il y a vraiment des processus très 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 complexes au niveau cortical et un réseau très complexe d'air qui assure cette perception visuelle dont on se sert tellement. On a aussi l'illusion que ce sont nos yeux qui voient, alors qu'en réalité, nous avons un cerveau qui voit. Et je vous montrerai plus tard des cas de patients qui nous montrent bien qu'on peut avoir des yeux tout à fait sains, mais des lésions cérébrales qui vont nous empêcher de voir. On ne perçoit donc pas une photographie du monde extérieur, mais on construit donc notre perception visuelle. Et on a des fois tendance à opposer donc, la vision qui serait vraiment de la perception, comme disait Charles-Ambroise, et puis des apprentissages. Mais la vision est une forme d'apprentissage. Et j'espère que je vais vous le montrer. Donc, on fait maintenant l'hypothèse qu'on apprend à voir. Et la question, c'est évidemment toujours une question d'actualité. Est-ce qu'on apprend déjà à voir in utero ? Est-ce qu'on apprend dès la naissance? Et puis, est-ce qu'on peut continuer à apprendre à voir, même à l'âge adulte? Donc, on peut, pour répondre à ces questions, on peut avoir une approche cognitive. Donc, la psychologie cognitive a beaucoup aidé, hein, les neurosciences aussi. Et puis, une approche développementale pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui vont être impliqués dans l'apprentissage de la vision. Alors, si on commence par le bébé, on a longtemps cru que les bébés ne voyaient pas à la naissance et on a longtemps expliqué aux mamans que leur bébé était aveugle. Alors parfois on disait pendant 1 mois, pendant 40 jours. Et en réalité le bébé n'est pas aveugle à la naissance, même si son acuité visuelle n'est pas de très bonne qualité. Donc là on voit l'évolution de l'acuité visuelle qui a été plus ou moins modélisée, mais ceci dit, à la naissance, les bébés perçoivent quand même, enfin la modélisation n'est pas parfaite parce qu'ils perçoivent quand même plus que ce qu'on voit là. Et en tout cas, suffisamment pour avoir déjà des préférences visuelles. Et on sait par exemple que très très tôt, hein, dès les premiers jours de vie, les bébés vont avoir une nette préférence pour les visages humains, d'autant plus qu'ils sont correctement agencés, c'est-à-dire que si on présente les mêmes éléments mais complètement mêlés, ça ne va pas plaire au bébé, qui va nettement préférer regarder ce visage-là à ce visage-là. On sait aussi, je vais vous le montrer juste après, que les bébés vont préférer les visages en mouvement et les visages qui parlent. Donc il y a vraiment une prédisposition aux interactions sociales. Et puis de manière générale, ils vont préférer les stimuli très contrastés. Et ce qui ne les intéresse pas du tout, c'est les couleurs, les grands plans uniformes. Et puis évidemment, certaines longueurs d'onde qu'ils ne perçoivent pas encore bien parce que les cellules correspondantes sur la rétine ne sont pas encore complètement matures, comme par exemple celles qui répondent au bleu. Donc le bébé a déjà des préférences. Dans mon laboratoire,
qui est le laboratoire de psychologie de la perception. Donc dans l'équipe perception et développement, il y a des chercheurs, dont Véronique Izard, qui travaillent sur les compétences cognitives du nouveau-né. Et donc Véronique et ses collaborateurs ont montré récemment que si on fait écouter à un bébé des sons, donc on l'habitue à entendre par exemple tu, comme ça, 12 fois, ou bien tu, d'accord, donc un bébé de quelques jours. Et ensuite on lui montre soit 4 objets, soit 12 objets. Le bébé donc va associer systématiquement le son qui comprenait donc 12 syllabes à l'image qui contient 12 objets. Donc il va regarder préférentiellement cette image, alors que s'il a été familiarisé à ce son-là, il va l'associer préférentiellement à cette image-là. Donc si on enregistre ces temps de fixation visuelle, on va constater que dès la naissance, il y a une association entre l'audition, ce que le bébé entend, et les choix, les préférences visuelles qu'il va avoir. De la même façon, donc, Arlette Streri et ses collaborateurs, donc, dans la même équipe, ont montré que si vous faites entendre un A à un bébé et que le bébé voit la personne donc, qui fait un A, qui le prononce devant lui, en mouvement, il va avoir tendance à imiter, vous voyez, avec ses lèvres, la forme donc, de la bouche qui a permis d'émettre le A, donc associer immédiatement donc, la vision, l'audition et l'imitation. Et alors que là, si la personne, vous voyez, fait un I, vous voyez les lèvres du bébé qui simulent, pendant qu'il regarde le visage, la forme des lèvres de la personne qui prononce le I. Donc l'hypothèse, c'est que dès la naissance, on aurait un lien possible entre la vision et le langage entendu, qui permettrait entre autres l'imitation des mouvements articulatoires qui permettront plus tard l'acquisition du langage. Ce qui corroborerait certaines études qui montrent que chez les enfants qui ont des troubles visuels, qu'ils soient dus à des lésions oculaires ou dus à des lésions cérébrales, il y a souvent un retard d'acquisition du langage. Alors, on pourrait penser que la vision, c'est une capacité qui finalement va maturer grâce à la maturation biologique et qui est sous la dépendance uniquement de facteurs biologiques. Mais en réalité, on sait qu'il y a aussi une influence culturelle sur notre façon d'apprendre à voir et d'utiliser notre vision. Et donc, par exemple, si on demande à des sujets d'explorer un ensemble de points, donc quelque chose qui n'a pas d'orientation particulière, qu'on pourrait explorer dans n'importe quel sens, on se rend compte qu'en général, la première fixation visuelle se fait en haut à gauche du dispositif pour tout le monde, comme si effectivement il y avait une préférence qui était commune à toutes les cultures et qui était sous l'influence de facteurs plutôt biologiques, en particulier liés à la spécialisation hémisphérique. Mais après cette première fixation, on va voir que les sujets explorent ces points. Par exemple, si on demande aux sujets de compter les points sur la feuille, les sujets vont explorer ces points dans la même direction que celle qu'ils utilisent pour lire. C'est un premier point de convergence vers Laurent. Et donc, les lecteurs de gauche à droite vont explorer ces points de gauche à droite, les lecteurs de droite à gauche vont faire l'inverse, les cultures où on a plusieurs types d'exploration vont pouvoir explorer dans ces différentes directions. Et donc, on sait que très tôt, on a montré que dès 4 ans et demi, et donc un petit peu avant l'apprentissage formel de la lecture, les futures habitudes directionnelles, les futures habitudes de lecture, vont conditionner la façon dont on explore le monde, même évidemment pour des stimuli qui ne sont pas du langage, et qu'on pourrait donc explorer dans n'importe quelle direction. Et donc, on a fait un certain nombre d'études, dans mon équipe, où on a montré que dans des tâches aussi simples que placer le milieu d'une ligne, les lecteurs de gauche à droite vont avoir tendance, alors du coup je ne sais pas si vous êtes sensible à l'erreur, mais si vous voyez que le milieu est un petit peu à gauche, j'ai fait exprès de le mettre vraiment à gauche. Donc les lecteurs de gauche à droite, quand on leur demande de placer le milieu d'une ligne, ils vont placer ce milieu légèrement à gauche du milieu objectif, alors que les lecteurs de droite à gauche vont le placer légèrement à droite du milieu objectif. Et on imagine donc que c'est lié vraiment au sens de l'exploration et que la ligne est explorée dans le même sens que la lecture et que cette direction de l'exploration
modifie la façon dont on répartit son attention et conduit à des erreurs perceptives comme celle-ci, à des biais spatiaux. De la même façon, si on montre des images directionnelles, alors je ne sais pas si ça va être le cas pour vous, mais si on demande au sujet quelle image il préfère, tout simplement, d'accord ? Est-ce que vous préférez regarder celle-ci ou celle-ci? Alors je ne sais pas, on peut faire le test. Est-ce que vous préférez celle du haut ou celle du bas? Alors qui préfère celle du haut? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent celle du bas? Est-ce que celles qui préfèrent celle du bas, parmi les personnes qui préfèrent celle du bas, certaines personnes sont gauchères? Non, pas moi. Non. Alors, donc globalement, vous avez vu quand même la symétrie. Hein. Donc globalement, les gens qui lisent de gauche à droite vont préférer les images en mouvement, qui ont la même directionnalité que leur lecture, alors que les personnes qui lisent de droite à gauche vont préférer ces images-là, et c'est un peu pondéré chez les gauchers, qui ont parfois préférentiellement une direction de droite à gauche. Et donc, dans toutes ces tâches-là, il y a véritablement une interaction entre des facteurs qui seraient plutôt biologiques et des facteurs qui seraient vraiment plutôt culturels, et c'est pour ça qu'on peut avoir des différences entre les gauchers et les droitiers d'une même culture. Et puis, alors ça va même plus loin, puisqu'on a montré il y a quelques années que si vous entendez une phrase, par exemple, elle s'est brossé les dents, elle a mangé une banane, puis elle est allée en cours, et qu'on vous demande de placer les images telles que vous imaginez, dans le même sens que le déroulement des actions, si vous lisez de gauche à droite, vous allez les placer comme ça, et si vous lisez de droite à gauche, vous allez les placer dans cette direction-là, alors que la phrase est entendue. D'accord ? Donc c'est comme s'il y avait une transposition immédiate qui est dans le même sens que les habitudes de lecture. Et donc on a fait plusieurs types d'expériences qui montrent que même dans d'autres modalités que la vision, les habitudes de lecture peuvent influencer la représentation des actions, des phrases entendues, du mouvement, etc. Alors, l'autre question qui se pose, c'est donc il est clair qu'on apprend à voir dès la naissance, mais est-ce qu'on peut encore apprendre à voir à l'âge adulte? Alors, pareil, on va faire une petite expérience. Donc, il y a peut-être des personnes qui connaissent ce tableau de Degas. Donc, si vous voyez autre chose qu'une colline, vous ne dites rien tout de suite. Donc, habituellement, sur cette image, on voit un paysage un petit peu escarpé, là, avec la mer. Donc, je ne sais pas si la qualité est assez bonne pour que vous voyez. Et moi aussi, si tu peux... Mais je n'ose pas tout de suite, tu attends. Alors, donc, pour ceux qui auraient peut-être vu autre chose, effectivement, il y a autre chose. Et l'autre chose est une femme. Voilà. Et donc, si maintenant que vous la voyez à gauche, vous retournez regarder à droite, vous allez peut-être la voir apparaître ici. Alors, elle a les cheveux qui pendent, le visage, la poitrine, le corps, les jambes. Est-ce que vous la voyez? Non? Alors là, je remonte pour ceux qui ne la voient pas, les jambes, le ventre, la poitrine, le visage et les cheveux. Donc c'est à peu près la même femme que celle-ci, qui est aussi un tableau de Degas. Alors on ne sait pas pourquoi il s'est passé cette chose-là. Mais le fait est, ce qui m'intéresse surtout, c'est que maintenant, à chaque fois que vous verrez cette image, vous verrez la femme. Donc est-ce que je vous ai convaincu qu'on peut apprendre à voir à tout âge? Plus ou moins, non, vous ne la voyez pas? Maintenant, oui. Je vois pas les gens. C'est un vrai tableau de Degas. Et il était présenté à l'exposition Une image peut en cacher une autre, qu'il y a eu il y a quelques années, où il y avait tout le jeu consistait à retrouver des images qu'on ne voit pas au premier abord. C'est le tableau entier ou un dessin? Non, c'est le tableau entier. Je crois que c'est le tableau entier, il faudrait que je vérifie, mais je crois. Donc, je pense que vous saviez, je n'avais pas besoin de vous convaincre, mais effectivement, on apprend à voir, et on sait que c'est d'autant plus vrai dans le domaine de l'art, on sait bien que on a appris à voir des tableaux et on apprend à voir des représentations différentes. Mais ça existe aussi pour des choses beaucoup plus simples. Est-ce que tout le monde voit ce qui est présenté là? Un homme à cheval. Voilà. Est-ce que tout le monde l'avait vu? Non. Est-ce que maintenant que vous avez entendu un homme à cheval, vous voyez le cheval ici?
Et le personnage là, alors je vais vous le montrer là, et vous allez peut-être mieux le voir dans ce contraste-là. Donc avec les pattes là, le corps, la tête et le cavalier. Est-ce que vous le voyez? Alors voilà, si je vous le remontre maintenant, vous allez peut-être le revoir apparaître. Et ça, c'est vraiment l'influence de vos connaissances. Maintenant que vous savez que c'est un cavalier à cheval, vous allez le voir. Et la vision, donc l'apprentissage visuel suit ce type de règles, c'est-à-dire que vous avez vraiment une influence de vos connaissances sur la façon dont vous allez analyser et le sens que vous allez donner à ce que vos yeux vous envoient. Alors ça a été très utilisé, hein. Récemment vous avez peut-être vu passer ça sur internet, où on vous montrait qu'effectivement, même si toutes les lettres sont mélangées, si vous êtes un bon lecteur, vous pouvez lire ce texte. Donc ce texte est là pour montrer que notre cerveau ne traduit pas exactement ce que notre œil voit, etc. Et en fait, seule la première et la dernière lettre des mots ont été laissées à leur place, et tout le milieu a été mélangé. Et donc je ne rentre pas plus dans le domaine de la lecture parce que c'est Laurent qui va en parler, mais tout ça pour montrer que là aussi, il y a vraiment une influence de notre savoir sur la perception. Alors ça vaut aussi, ça nous joue parfois aussi des tours. Qu'est-ce que vous lisez ça? Il va à la plage. Voilà, vous lisez il va à la plage et vous n'avez sans doute pas vu qu'il y a écrit il va à la plage. Voilà. Et donc, effectivement, vos attentes ont conditionné ce que vous avez vu. Donc, c'est une autre preuve. Alors, dans la vie de tous les jours, votre cerveau va faire en permanence des choix pour interpréter ce que vos yeux lui envoient. Et donc, c'est ce qui a été illustré dans les figures ambiguës. Donc, toutes ces figures sont des figures ambiguës que vous pouvez voir de différentes manières. Est-ce que vous arrivez à passer d'une image à l'autre? Voilà, alors on peut voir soit un profil ici, soit une personne en train de peindre. Et en général, le problème de ces figures ambiguës, et c'est là que vous voyez que c'est vraiment un choix de votre cortex, le problème, c'est que quand vous avez vu une des représentations, vous avez beaucoup de mal à passer à l'autre immédiatement et à changer justement de choix, hein, avoir une forme de flexibilité. Donc ici, vous voyez soit une jeune femme avec un chapeau, soit un homme avec une moustache. Et ici, donc, soit un visage, si vous regardez dans le blanc, soit un saxophoniste, si vous regardez dans le noir. Donc tout ça pour vous montrer qu'à chaque instant, vous pourriez voir des choses différentes, mais que votre cerveau est obligé de choisir. Alors là, ce sont des figures ambiguës, donc effectivement, c'est vraiment fait pour mettre ce phénomène en évidence. Mais finalement, à chaque instant, votre cerveau va faire des choix, des hypothèses, en fonction de ce qu'il s'attend à voir, de ce que vous avez déjà vu, de ce que vous connaissez, sachant que vous ne pourrez pas reconnaître quelque chose que vous n'avez jamais appris à voir, comme la femme tout à l'heure dans le tableau. Et que votre perception est forcément contrainte par vos savoirs, hein, votre savoir, vos connaissances. D'accord ? Et donc, les artistes se sont beaucoup servis de ça. Donc, il y avait, il y a quelques années, une exposition où on montrait ce type d'image. Et vous voyez, en fait, ces deux images sont les mêmes. Hein. Si on tourne, vous vous rendez compte que c'est exactement la même image qui est simplement présentée inversée. Et les artistes ont beaucoup utilisé tous ces phénomènes visuels. Et en ce moment, il y a l'expo Dali qui est vraiment un exemple parfait de tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, ce que l'on voit n'est pas ce que l'on croit, et ce que l'on croit n'est pas ce que l'on voit. Les artistes ont vraiment beaucoup joué là-dessus. Alors là, c'est une représentation dans un paysage naturel. Donc, ça pour vous dire que même dans la vraie vie, il peut vous arriver d'avoir à faire des choix. Donc, si vous avez très envie d'aller skier, vous allez voir un paysage de montagne l'hiver. Et sinon, vous allez voir un œil, un nez, une bouche, et donc un grand visage, là, un grand profil sur le côté. Alors, l'autre preuve que nous sommes très 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 influencés par nos savoirs, c'est que dans certains cas, on a vraiment du mal à accepter ce qu'on voit. Et donc ici, la représentation avec la poutre au milieu et l'espèce de précipice nous fait croire qu'il y a vraiment un trou, alors qu'en réalité, c'est une flaque. Hein. Et ici,
on a tendance à interpréter que le sujet est en lévitation au-dessus du rond, alors que c'est comme une tâche à côté de lui. Et donc on peut être tellement influencé, mais même pour des choses de bas niveau, comme la perspective ou les ombres, on peut réellement avoir du mal à interpréter l'image telle qu'elle est. Et dans ce cas-là, on ne devrait pas dire illusion d'optique, mais on va en reparler après, plutôt illusion corticale. Donc, je vous ai rapidement montré qu'on peut apprendre à voir à tout âge, mais l'autre phénomène qu'on connaît en clinique, c'est qu'on peut désapprendre à voir, de la même façon qu'on a appris à voir, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut réapprendre à voir à la suite d'une lésion. Donc, pour étudier ces phénomènes, en plus de l'approche cognitive, on peut avoir une approche plus neuropsychologique et étudier vraiment comment la vision peut être altérée par une lésion cérébrale et comment on va pouvoir réapprendre à voir à ces patients. Donc, étudier en même temps l'involution, c'est-à-dire leurs lésions, leurs troubles, et en même temps les possibilités de rééducation. Et c'est ce qu'on fait aussi donc, à la Fondation Rothschild. Alors, la première chose qu'on peut perdre, la plus simple, la plus élémentaire, quand on a une lésion cérébrale, on peut perdre la capacité à détecter les choses dans notre champ visuel. Donc le champ visuel, c'est la totalité de ce qu'on voit quand on fixe un point, donc il est normalement de 180 degrés. Et après une lésion au niveau du lobe occipital, donc si cette lésion est bilatérale, on va complètement perdre la capacité donc à détecter des choses, et c'est comme si on était aveugle, alors que les yeux marchent bien. Les yeux n'ont rien, ils sont parfaitement normaux, et à l'autre extrémité du système visuel, le cortex occipital est lésé, et donc on appelle ça une cécité corticale, pour l'opposer à la cécité par lésion des yeux. D'accord ? Et donc, quand on a une cécité corticale, c'est comme si on était aveugle, c'est-à-dire qu'on n'a plus de sensations visuelles, enfin on ne peut plus les utiliser, les analyser, alors que pourtant les yeux fonctionnent parfaitement bien et les voies visuelles fonctionnent parfaitement bien. Et donc, à chaque fois, pour chaque trouble, j'ai choisi de vous parler juste d'une chose un peu étonnante. Et donc, dans la cécité corticale, donc les yeux fonctionnent bien et pourtant on est aveugle, en quelque sorte. On a perdu toutes les sensations visuelles, mais pourtant, on n'est pas conscient qu'on a perdu la fonction visuelle. Et donc ça, c'est la première chose très étonnante chez ces patients, c'est qu'ils ne peuvent plus utiliser leur vision, mais pourtant, ils ont l'impression qu'ils voient toujours. Donc c'est très surprenant, ils vont vouloir se comporter comme s'ils voyaient, ils vont vouloir prendre leur voiture, alors qu'ils n'ont plus la capacité de détecter ou d'analyser ce qu'ils voient. Et une des raisons peut-être pour lesquelles ils ne sont pas conscients qu'ils ne voient plus, c'est peut-être parce qu'ils ont des hallucinations visuelles. Et ces hallucinations visuelles, elles miment parfaitement bien la perception visuelle. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde avec des images, avec des personnes en mouvement parfois, avec des gens autour d'eux. Et pourtant, tout ça, toutes ces images-là, ne sont pas des images réelles, elles sont construites par leur cerveau. Et ce qu'on pense, c'est que comme les yeux marchent bien et que les voies visuelles marchent bien, ce qu'on pense, c'est que les autres régions du cortex, là, autour de la lésion, dans les lobes occipitaux, entre autres, et temporaux, pariétaux, vont contribuer à construire des images à la place des images que le cerveau aurait dû construire si le cortex occipital avait bien reçu les images envoyées par les yeux. Donc en quelque sorte, les yeux voient des choses, prennent des photos, envoient ces photos jusqu'au cerveau. La première région ici qui devrait décoder ces images est lésée, donc elle ne peut pas décoder ces images. Mais tout le reste du cerveau continue à fabriquer des images, mais qui n'ont cette fois rien à voir avec ce que les yeux ont envoyé. Est-ce que tout le monde voit bien? Donc en fait, ces patients ont des images devant les yeux, qu'ils ont construites, comme si c'était la construction qu'on a à l'état normal, puisque vous avez, à ce stade-là, j'ose pas trop vous dire, mais vous avez peut-être compris que nous aussi, en quelque sorte, on a des hallucinations, puisque ce qu'on voit devant nos yeux, c'est pas vraiment le monde extérieur, c'est ce que notre cerveau a construit. Mais il l'a construit en fonction de ce que les yeux ont envoyé à l'état normal. Les yeux envoient des images, et le cerveau les reçoit, il les décode, il les analyse, il les interprète, etc. Mais là, ce qui se passe, c'est comme la première étape de décodage est lésée, donc les yeux envoient des informations qui ne peuvent pas être décodées puisque c'est lésé, mais malgré tout, tout le reste du cerveau fonctionne encore et fait son travail de construction
même si ce n'est pas à partir des images que les yeux ont envoyées. Donc ça explique pourquoi ces patients continuent à vivre dans un monde visuel, même si ces images ne sont pas celles qu'ils devraient voir. Je vous vois pensif, hein. Donc ça, c'est pour la cécité corticale, qui est vraiment quelque chose de très troublant. Non, on va en parler après. Ça, c'est la cécité corticale, c'est-à-dire voir des choses qui ne sont pas les choses qu'on devrait voir, mais qui sont malgré tout des constructions du cortex qui pourraient peut-être entretenir des liens avec ce que les yeux ont envoyé comme information. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu assez d'études sur la nature de ces hallucinations dans la cécité corticale, c'est ce qu'on fait, pour comprendre quel est le lien entre ce que les yeux envoient et ce que le sujet fabrique comme image alors qu'il ne voit pas ce que les yeux envoient. Oui. Quel est le type de comportement de gens atteints de ça? Alors, d'abord, les gens ne sont pas conscients qu'ils ont une cécité. Donc, ils se cognent contre les murs. Pourtant, ils ne peuvent pas se servir de leur vision. Donc, ils n'ont pas de plainte spontanément, du tout. Mais quand on les interroge et qu'on leur demande, par exemple, si je leur demande de décrire ou de lire un texte ou d'écrire une image, ils ne vont pas pouvoir le faire, forcément. Et si on leur demande pourquoi ils ne peuvent pas le faire, en général, ils vont invoquer des causes extérieures. Ils vont dire que leurs lunettes sont cassées, qu'on ne les a pas réparées, qu'on n'allume pas la lumière dans cet hôpital, etc., que les volets sont fermés. Donc au mieux, ils vont imputer leur difficulté à voir à des causes extérieures. Et ils ne font pas forcément l'expérience que ce qu'ils voient n'est pas la réalité. Parce que le seul moyen de faire l'expérience que ce qu'ils voient est une hallucination, c'est de confronter ce qu'ils voient à un autre sens, mais qui n'est pas toujours le cas. Donc quand ça arrive, c'est très effrayant pour eux. Donc quand par exemple ils essayent de toucher ce qu'ils voient et que ça ne correspond pas du tout, c'est très angoissant. Et en général, ils n'osent pas parler spontanément de ces hallucinations parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous, parce qu'en fait, bien évidemment, ils ne savent pas que c'est normal d'avoir des hallucinations visuelles dans ce cas-là, où les yeux sont déconnectés du cerveau. Alors, donc ici vous avez une autre représentation du système visuel de l'œil au cerveau, et on peut avoir non pas une lésion des deux côtés, mais une lésion que d'un côté, et cette fois-ci on va perdre le champ visuel du côté opposé à la lésion, puisque pour la vision, c'est comme pour les autres sens, c'est croisé, et donc la partie droite du lobe occipital, le lobe occipital droit gère le champ visuel gauche et vice-versa. Donc au lieu d'avoir un grand champ visuel qui fait au total 180 degrés, de l'extrémité gauche de l'œil gauche à l'extrémité droite de l'œil droit, les patients vont conserver que la moitié du champ visuel, d'accord, et vont perdre la moitié du champ visuel qui est du côté opposé à la lésion. Donc dans ces cas-là, il y a autre chose qui est bizarre. Alors, dans la vie de tous les jours, voilà ce qui se passe. Donc j'ai repris le même tableau. Quand ils regardent au centre de l'image, ils vont voir ça. Et au fur et à mesure où ils bougent les yeux, ils vont emmener leur déficit avec eux. Donc s'ils bougent les yeux à gauche, ils vont voir ça, mais s'ils bougent les yeux à droite, évidemment, ils vont voir ça sur l'image. Puisque à chaque fois qu'ils bougent les yeux, ils emmènent leur point de fixation et ils emmènent leur déficit avec eux. Hein. Donc s'ils regardent au centre de l'image, ils ont perdu la moitié, mais si ils vont du côté où ils ne voient pas forcément, ça libère plus de place dans leur champ voyant et vice-versa. Et donc il y a un autre phénomène très particulier qui a été mis en évidence chez ces patients, c'est justement ce qu'on appelle la vision aveugle, ou vision inconsciente, ou vision implicite, ou blindside, tous ces termes-là. Et là, vous avez un petit schéma qui explique un peu la situation. Donc, en fait, là, c'est le cas d'un patient qui aurait plutôt, qui pourrait avoir une cécité corticale ou une hémianopsie, donc le trouble dont on vient de parler. Donc, on dit au patient, qu'est-ce que vous voyez sur l'écran ? Et il dit, mais je suis aveugle, je ne peux voir aucune ligne. Donc, déjà, ça commence comme ça. Et donc, vous voyez que sur l'écran, donc il y a ces espèces de stries. Et puis alors, le clinicien lui demande, bon, bah, c'est pas grave, devinez. Alors, il dit, bon, bah, je vais deviner, ok, alors, complètement au hasard, il pourrait y avoir des lignes rouges sur l'écran, ce qui est effectivement ce qui est présenté. Et donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont montré qu'effectivement, chez ces patients, après avoir perdu donc, la moitié de leur champ visuel, suite à une lésion donc dans le cortex occipital du côté opposé, ces patients perdaient la capacité à voir consciemment des stimuli dans ce champ-là,
Donc par exemple, si on leur demande de décrire ce qu'ils voient, hein, quelle orientation ça a, quel type de stimulus c'est, ils sont totalement incapables. Et puis tout d'un coup, si on leur demande, par exemple, de placer leurs mains dans la même orientation que la cible, ou si on leur demande d'aller mettre une carte dans une fente qui aurait une orientation, donc soit verticale, soit horizontale, soit oblique, ils vont être capables de faire le bon geste, alors que pourtant ils ne voient rien. D'accord ? Donc une dissociation entre une absence de vision consciente, c'est comme s'ils étaient devenus aveugles. Donc d'un côté, si on fait un champ visuel, ils ne détectent pas des points sur un écran, mais si on leur demande d'agir sur le stimulus, par exemple un patient qui ne verrait pas dans ce champ visuel, si je pose une bouteille d'eau de ce côté et que je lui demande est-ce qu'il y a quelque chose, il va me dire non, il n'y a rien. Et si je lui dis, bon ben écoutez, s'il y avait quelque chose, où est-ce que vous iriez l'attraper? Il va faire ça, à sa plus grande surprise, parce qu'il ne voit pas. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails anatomiques, mais en fait, il y a plusieurs voies qui relient les yeux au cerveau, et donc cette vision non consciente pourrait être assurée par une autre voie que celle qui est touchée par la lésion, et pourrait donc permettre au patient d'avoir encore une perception des stimulations visuelles, mais dont il n'a pas conscience. Un petit peu comme votre vision, qu'on appelle la vision d'alerte, qui fait que parfois vous évitez un obstacle sans savoir ce que vous avez évité, sans même pouvoir dire que vous avez vu quelque chose. Et donc cette vision très rapide, très inconsciente, qui sert dans la vision d'alerte, mais qui est aussi celle dont on a parlé dans la vision subliminale, chez le sujet normal, c'est-à-dire la vision vraiment inconsciente, hein, pourrait donc être gérée par une autre voie que la grande voie principale, qui va de l'œil au cortex occipital. Alors, donc chez le sujet normal, je pense que Laurent, toi tu vas en parler, de voir sans en avoir conscience. Non, tu n'entends pas. Donc dans la vie de tous les jours, pardon ? Non. Donc dans la vie de tous les jours, on peut percevoir, on peut être conscient de nos perceptions, mais il y a tout un tas de choses que nos yeux voient, qu'ils envoient à notre cerveau, que notre cerveau traite sans pour autant que nous en ayons conscience. Et ces informations visuelles peuvent être des images, peuvent être des formes, peuvent être éventuellement des mots. Et on peut nous présenter des mots tellement rapidement qu'on a vu un gribouillis sur l'écran, si c'est moins de 50 millisecondes, on voit une tache noire sur l'écran, on dit qu'on n'a rien vu, et pourtant notre cerveau a vu, compris, et si on nous interroge ensuite pour essayer de comprendre, enfin de tester si on a vraiment vu ce qu'il y avait à l'écran, on va se rendre compte que oui, on est allé jusqu'à lire un mot sans pour autant l'avoir perçu consciemment. Donc ce n'est pas un mythe qu'on a une perception dont on n'est pas conscient, c'est réel. Et donc cette perception non consciente, elle peut être retrouvée chez ces patients. Et quelquefois, on suspecte des publicitaires ou des marques d'utiliser ces phénomènes-là. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples. Qui parmi vous avait déjà perçu que dans FedEx, il y avait une flèche? Donc FedEx, c'est un organisme de transport, hein, de fret, enfin de livraison. Et c'est pas un hasard si vous avez cette flèche ici, là, que vous ne voyez pas consciemment, mais que maintenant que vous l'avez vue, vous la voyez. Alors, par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle influence ça a sur vous. Voilà, ça c'est très difficile pour l'instant, mais ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'il y a des chercheurs qui travaillent à comprendre quelle influence ça a sur nous. Donc ça en a peut-être vraiment une. Par ailleurs, qui avait perçu le C dans Carrefour, là, dans l'icône? Voilà, et pourtant il est là, et c'est là non plus, c'est pas un hasard, c'est leur logo, ils l'ont construit comme ça. Et le C de Carrefour est implicite. Et alors ça c'est plus drôle, qui avait compris que le TGV, c'est l'inverse d'un escargot? Donc évidemment, c'est une hypothèse hein, que des gens ont fait. Mais voyez les antennes là, la coquille, voilà. C'est un clin d'œil, c'est peut-être pas du tout vrai, parce que des fois, le TGV est pire qu'un escargot. Donc on a une forme de perception non consciente. Chez le sujet normal, elle existe. Chez le sujet cérébrolésé. Et nous, il y a quelques années,
on s'est dit, ah oui, là je vous ai fait l'animation pour... Il y a quelques années, on s'est dit qu'on pouvait peut-être utiliser cette vision non consciente pour rééduquer des patients qui avaient perdu leur vision consciente. Et donc, puisque ces patients qui ont perdu un champ visuel à la suite d'une lésion avaient conservé leur capacité de perception non consciente, on s'est dit qu'on pouvait peut-être les forcer à traiter des informations dans leur champ où ils ne voient pas, où ils sont devenus aveugles, et les forcer à donner des réponses, puisque quelque part, cette information, elle est traitée sans qu'ils en aient conscience, et que peut-être qu'en entraînant cette vision non consciente, on allait leur redonner des capacités de vision consciente. Et c'est effectivement ce qu'on a montré. Donc chez ce patient, je suis désolée parce que je ne me rendais pas compte que sur mon écran, il y a une bonne résolution, mais là, on a perdu en résolution. En fait, quand on fait un champ visuel comme ici, vous avez là le champ gauche de l'œil gauche, le champ droit de l'œil gauche, le champ gauche de l'œil droit, le champ droit de l'œil droit. Par convention, toutes les parties qui sont noires sont les parties où le patient n'a pas détecté quelque chose. Donc avant la rééducation, vous voyez, toutes ces régions noires correspondent aux endroits où il ne voit pas. Et puis on l'entraîne, même s'il ne voit pas, on le force à dire quelle lettre peut bien être présentée, dans quelle orientation est le trait, quelle forme a été présentée, est-ce que c'est la même forme de chaque côté, alors que pourtant il dit qu'il ne voit pas. On est bien d'accord. Il ne voit rien, par exemple, dans ce champ-là, et on lui dit, c'est pas grave, vous ne voyez rien, mais s'il y avait une lettre, est-ce que ce serait un A, un L ou un C? Donc on le met dans une situation où on le force à répondre. Alors évidemment, au début, il trouve ça un peu particulier de donner des réponses sur des choses qu'il ne voit pas. Puis au fur et à mesure, donc, il répond. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait effectivement réduire, vous voyez, ce champ aveugle, c'est-à-dire restaurer le champ visuel, en forçant le patient à utiliser cette vision non consciente. Et que finalement, à force de l'entraîner avec cette vision non consciente, on pouvait à nouveau lui permettre de détecter des choses, mais cette fois-ci consciemment. Puisque la tâche de champ visuel, c'est une tâche où on détecte des points lumineux sur un écran, mais on appuie dès qu'on l'a vu, donc c'est conscient. D'accord ? Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup pour essayer de mettre au point une technique standardisée qui permettra de restaurer la vision chez ces patients en les forçant à traiter des informations dans ce champ où ils sont censés ne pas voir. Et donc évidemment la question qui se pose, c'est quand on ne voit pas consciemment, est-ce qu'il y a quand même une activité dans notre cerveau, puisque c'est traité ? Et effectivement, si on présente un stimulus dans le champ aveugle d'un patient, même s'il ne le voit pas consciemment, on peut avoir une activité dans les régions correspondantes, alors que pourtant lui n'a pas de perception consciente. Et ce qui est par contre très particulier, c'est que normalement, comme ce stimulus il est présenté, vous voyez, dans le champ visuel gauche où le patient ne voit pas, on devrait avoir une activité que dans son hémisphère droit, de ce côté-là. Mais chez ce patient, par exemple, on voit une activité aussi de l'autre côté. Donc il se passe quelque chose qui n'est pas normal, qui est une activité dans les deux hémisphères pour une stimulation que dans un champ, chez un patient qui pourtant n'a aucune perception consciente au moment où vous le stimulez. Donc il y a bien une activité cérébrale pour quelque chose qui n'est pas perçu consciemment. Donc, alors je ne sais pas si j'ai encore... Ouais. Voilà, le temps de conclure. Donc... quand finalement on vous parle d'illusions d'optique, telles que celles qui sont présentées là, donc là par exemple ces lignes sont horizontales, mais du fait de la disposition des damiers vous les voyez obliques alors qu'elles sont parfaitement horizontales, ou ces deux lignes là vous voyez quand elles tournent qu'elles sont de la même longueur exactement, mais quand elles vont être perpendiculaires vous avez une illusion très forte avec la base qui paraît plus courte que la ligne verticale. Donc toutes ces illusions qu'on appelle illusions d'optique sont peut-être en fait le reflet vraiment de ces hypothèses que notre cerveau voit sur ce que les yeux lui envoient, mais n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec les yeux, donc on ne devrait peut-être pas les appeler illusions d'optique. Alors pour conclure, je vous ai mis quelques petites phrases qu'on devrait peut-être changer, puisque c'est notre cerveau qui nous apprend à voir et qu'on voit grâce à notre cerveau. Peut-être qu'au lieu de dire « il faut le voir pour le croire », on devrait dire « il faut le croire pour le voir ». Peut-être qu'au lieu de dire « je l'ai vu de mes yeux », on devrait dire « je l'ai vu de mon cerveau », même si on n'est pas très habitué. Et au lieu de parler d'illusion optique, on devrait peut-être parler d'illusion corticale. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez parlé dans une première étape
après la lésion du cortex visuel, d'hallucination, en Oui. quelque sorte. Oui. Et puis ensuite, vous avez parlé de blind sight. Oui. Alors, comment vous reliez les deux, juste techniquement? Parce que, en fait, est-ce que les hallucinations que vous voyez dans votre expérience première, ne se rapprochent-elles pas du blind sight ou pas? Enfin, voilà ma question. Alors c'est vrai, c'est la question qu'on s'est posée. Et pour l'instant, l'information qui nous manque, si les hallucinations étaient une forme de blind sight, elles entretiendraient un lien avec la perception au moment où a lieu l'hallucination. C'est-à-dire qu'il y aurait des similitudes entre ce que le patient décrit et ce qui n'est pas toujours le cas. Donc les patients peuvent percevoir de manière hallucinatoire, décrire des perceptions qui n'entretiennent pas vraiment de similitudes morphologiques ou même sémantiques avec leur environnement visuel au moment où ils perçoivent leur hallucination. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que l'hallucination visuelle peut être construite à partir d'une stimulation auditive. Donc il y a par exemple un patient qui nous racontait une expérience qu'il avait faite qui était terrible. Un matin, il s'est réveillé et à côté de lui, il a vu sa femme, jusque-là rien d'effrayant, et en même temps, il a entendu du bruit dans la cuisine à l'étage en dessous, et ils ne sont que deux dans la maison. Donc il entendait en même temps sa femme préparer le petit déjeuner dans la cuisine, et il la voyait distinctement à côté de lui. Et donc il s'est demandé quelle sensation était la bonne, et il s'est dit qu'il allait toucher peu à peu pour voir si sa femme était à côté de lui, et il n'y avait personne à côté de lui. Et c'est comme si l'image visuelle de sa femme à côté de lui s'était construite à partir de l'audition de sa femme en train de préparer le petit déjeuner en bas. Et donc on a parfois comme ça des choses couplées. Et il y a très très peu de travaux qui ont visé à étudier justement le lien que pouvaient entretenir les hallucinations, soit avec le vrai contexte visuel, comme une forme de blind sight, soit avec les autres modalités sensorielles. Et c'est ce qu'on va commencer là.